Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de semaine pour un journal tourné vers les journées européennes du patrimoine qui se sont déroulées ce week-end. Voici les titres. Journée mondiale du nettoyage de notre planète. Dans le Pays de Bitche, les citoyens ont ramassé des déchets. Pendant ce temps, à Sarralbe, c'était la première édition de Fête du Sport pour présenter la quinzaine de clubs de la commune. L'arrêté aussi de la partie avec l'inauguration d'une toute nouvelle galerie à Bitche. Pour les journées du patrimoine ce week-end, on pouvait visiter entre autres des vestiges gallo-romains à Saint-Rincemain, mais aussi la citadelle de Bitche vue sous un autre angle. Direction ses souterrains, puis la visite du chantier de restauration et aucune fausse note à la boîte noire avec un concert de jazz. Et puis enfin, d'émission, on fera la connaissance du jeune Benjamin, un prodige de la batterie repéré par le groupe Indochine sur les réseaux sociaux. Mais avant, place au nettoyage. Samedi avait lieu la World Cleanup Day. Plus de 2000 rassemblements ont été organisés en France, dont l'un par la ville de Bitche. Reportage de Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Pires. On va faire une équipe qui va se rendre à l'étang d'Azelfurt et une deuxième équipe va partir du marché couvert d'ici et on va remonter sur le plateau de la citadelle. Ils sont 15 volontaires à s'être présentés samedi matin pour participer au World Cleanup Day. Il s'agit de la 4e édition du nettoyage de la planète et c'est la seconde participation de la ville de Bitche. L'objectif, ramasser les déchets disséminés dans les espaces verts. Quentin Higel est sensible aux questions environnementales. Il a tenu à apporter son aide. Finalement, il y a quand même beaucoup de solutions qui sont mises en place pour faciliter le nettoyage et qu'on puisse avoir accès à des poubelles, etc. Mais on se rend compte que malgré ça, il y a toujours encore beaucoup de gens qui préfèrent jeter leurs déchets dans la nature. Alors après, est-ce que c'est une solution de facilité? Certainement. Je pense que c'est un problème d'éducation de certaines personnes, certainement. Durant 3 heures, un maximum de mégots de cigarettes, papier et autres détritus a disparu du paysage grâce à cette action. Mais ce que la ville espère surtout, c'est qu'il ne refasse plus surface. Et ces rassemblements permettent aussi de sensibiliser les habitants. On aimerait refaire le plus souvent ces actions, pas que sur le nettoyage, mais vraiment des actions autour de l'écologie. Bitche travaille également avec les établissements scolaires pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge et faire comprendre à tous que les déchets vont dans la poubelle. Et à Saint-Louis-les-Bitches aussi, les habitants ont retroussé leurs manches. 31 personnes, dont 10 enfants, ont nettoyé le village. Pendant près de 2 heures, ils ont rempli une dizaine de sacs poubelles. Une bonne nouvelle, c'est moins que l'année dernière. Mais malheureusement, le déchet qui ressort le plus, comme chaque année, c'est le mégot de cigarettes. Et pour une meilleure santé, pas de cigarettes et une activité physique régulière. Forte d'une quinzaine d'associations sportives, la ville de Sarralbe a organisé sa toute première fête du sport. L'occasion pour les clubs de se faire connaître en ce début de saison. Reportage. Démonstration, initiation, Sarralbe a vibré au rythme des sports ce dimanche. La ville a organisé la fête du sport. C'est une première ici. Plus de 80% des associations sportives de la commune étaient représentées. Le foot, le karaté, le judo, le tennis, les clubs ont proposé aux jeunes de tester leurs différentes disciplines. À travers cet événement, la ville a tenu à montrer son soutien à ses bénévoles et ses sportifs. Essayer de rebondir après cette période de Covid qui est compliquée et pour relancer les licences, avoir à nouveau du monde sur les terrains de sport qui fournissent plein d'efforts et ça c'est vrai qu'on est un peu craintif par rapport à ça, donc cette journée-là s'y prête très bien. La ville de Sarralbe compte près de 1300 licenciés dans ses 15 clubs. Le sport, c'est un domaine important pour la municipalité qui a obtenu le label Ville active et sportive en 2020 et a rejoint l'aventure Terre de Jeux 2024 en début d'année. Parce qu'il y a des installations qui sont mises à disposition et on essaie de meilleure qualité possible et c'est vrai que nous, notre objectif, c'est le bien vivre à Sarralbe et ça passe aussi par l'activité physique. En plus de se faire connaître, cette journée était l'occasion pour les clubs d'accueillir, pourquoi pas, de nouveaux licenciés dans leur rang.
Et pourquoi pas de nouveaux membres pour le club d'équitation de Sarreguemines. Pour les journées du cheval ce week-end, le centre équestre de Sarreguemines a ouvert ses portes au public. Les cavaliers ont présenté différents jeux et démonstrations avec les équidés, des sauts d'obstacles ou encore du dressage. L'occasion de découvrir les différentes activités possibles à faire ici. Il y avait même des baptêmes à poney qui étaient proposés aux familles. Et bien sûr, ce week-end, on ne pouvait pas rater les journées européennes du patrimoine partout en France. Et chez nous, c'était l'occasion de mettre en lumière des lieux moins connus. Exemple à Saint-Rincement, où les visiteurs se sont baladés dans la forêt pour tomber ensuite sur une villa gallo-romaine. Reportage de Marie-Morgane Pires. Une villa gallo-romaine en plein cœur de la forêt du Grosswald à Saint-Rincement. Des vestiges découverts à la fin des années 60 grâce à Paul Laurent. C'est lui qui a signalé à la Société d'histoire et d'archéologie de Sarreguemines la présence de ce site qui comprenait notamment des thermes. Alors ça, c'est quelque chose qui est très commun à l'époque romaine. Des thermes publics, il y en a dans toutes les villes. C'est ensuite Marguerite Pax, alors conservatrice du musée régional, qui a initié les fouilles jusqu'en 1981. Puis en 2020, une poignée de bénévoles a décidé de se mobiliser pour mettre en valeur ce site historique. Le travail des gens qui ont ici exploité, transpiré et innové le terrain. Des premiers travaux de réhabilitation ont été effectués par les bénévoles, notamment la mise en place des toitures. Désormais, depuis le mois d'août, ils se sont regroupés en une association, Villa gallo-romaine du Grosswald, pour poursuivre leur travail. À savoir que nous avons prévu de consolider les choses existantes. Il y aura également une installation fléchage avec des panneaux, comme vous en voyez peut-être aujourd'hui, sous une autre forme, pour pouvoir montrer, expliquer aux gens de passage ce qui correspondait à quoi. Les bénévoles ont profité des journées du patrimoine pour faire découvrir ce site. Des visites guidées étaient proposées et ils veulent organiser d'autres événements pour faire connaître ces vestiges. Une pièce chauffée par le sol qui a été reconstituée. Et à noter que l'association est à la recherche de photos anciennes du site. Vous pouvez donc la contacter avec l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. On a également remonté le temps au parc archéologique de Bliesbruck à Rheinheim. Des troupes de reconstitution historique ont installé leur campement. Alors d'un côté, Ordalis qui représentait une tribu germanique de l'Antiquité tardive avec son armement et ses costumes. De l'autre, il y avait la troupe Roraci qui proposait des initiations au travail du bronze, du cuir ou encore une présentation de la cuisine gallo-romaine. En plus de cela, les visiteurs ont pu accéder au reste du parc. Direction la citadelle de Bitche maintenant et plus particulièrement dans ses souterrains. Dans le parcours scénographique de la citadelle, on ne voit qu'une partie de ces souterrains justement, mais les journées du patrimoine sont l'occasion d'en découvrir un peu plus. Notre caméra s'est glissée parmi les visiteurs. Les visiteurs du jour à la citadelle de Bitche sont un peu privilégiés. Victor Dacosta, le guide, conduit les curieux dans un parcours inhabituel. On fait uniquement ça pendant les journées du patrimoine. Donc on ouvre des parties différentes chaque année. Cette année c'était la grosse tête avec les prisons. On peut ouvrir le deux de bastion, la petite tête. Tous les ans on essaie de changer. À quoi servait la citadelle et en particulier la grosse tête? Qui a été enfermé dans ces cellules? Autant de questions qui ont été éclaircies au cours des 3 quarts d'heure de visite. Le petit plus, c'est justement d'avoir un guide. En plus, le guide qu'on avait était passionné, donc on a la possibilité, l'interaction, de pouvoir poser des questions et puis en apprendre un peu plus sur l'histoire et creuser, parce que les guides sont là aussi pour nous renseigner sur un petit peu plus que un parcours de visite où on a de la lecture et puis on se pose peut-être d'autres questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Là, on voit aussi des espèces de réceptacles, c'est-à-dire ça peut être deux. La citadelle compte plusieurs centaines de mètres de galeries et bon nombre de recoins cachés. Chaque visite insolite donne l'occasion d'en découvrir un petit morceau. Rendez-vous l'an prochain pour d'autres découvertes. Autre visite insolite de la citadelle, la découverte du chantier de restauration en cours. La vieille dame est entretenue et restaurée presque en permanence, mais cette nouvelle campagne a été lancée en début d'année. Retour en images sur la visite des lieux.
À la demande de la Fondation du patrimoine, le chantier de restauration en cours à la Citadelle a été ouvert au public. Un chantier mené en urgence sur la forteresse. À plusieurs endroits, les fondations ont été victimes d'effondrements. L'objectif de ces visites est de mettre en valeur le patrimoine et d'informer les habitants de la cité sur ce qui est fait. C'est l'entreprise Paul Schwartz de Bitche, spécialisée dans la restauration du patrimoine, qui mène ces travaux. Une grande partie du chantier est terminée. Maintenant, la suite sera programmée selon le degré d'urgence. Rappelons que la Fondation Stéphane Bern intervient à hauteur de 123 000 €, l'ensemble s'élevant à 335 000 €, pris en charge pour moitié par l'État. La ville de Bitche a eu une dérogation et n'aura pas à supporter le coût de ces travaux. Notre secteur peut se targuer d'avoir un patrimoine culturel et historique de qualité qu'on ne se lasse pas de découvrir ou de retrouver chaque année, comme le fort Saint-Sébastien à Bitche. Lui aussi a ouvert ses portes. L'association qui s'en occupe a organisé une lecture historique dans une de ses salles. Résumé de Thibaut Desmerlet. À la lumière de quelques bougies, on écoute attentivement l'histoire racontée par cet officier de la guerre de 1870. Sous ce costume, c'est Yannick Unfricht, un des bénévoles de l'association du fort Saint-Sébastien. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, il compte au public le siège de Bitche dans une salle aménagée. Une lecture qui plonge les spectateurs au cœur de l'histoire de la commune. Le troisième obus tombe sur la grosse tête de la citadelle, et plus exactement sur la prison du fort, où se trouvent enfermés plusieurs prisonniers allemands, dont l'un est blessé. Les tirs allemands se poursuivent 2 heures durant, faisant s'abattre sur la citadelle 52 obus à fragmentation et 25 obus. On reste dans le passé, mais cette fois-ci dans les années 30, grâce au blocos de Vitrin. Abandonné dans les années 40, eh bien c'est l'association Les Bergers des Pierres Moselle qui l'entretient depuis 2016. Lors des Journées du patrimoine, les bénévoles mettent en place les décors pour que les visiteurs puissent se replonger dans l'histoire du 133e régiment d'infanterie au sein de cette casemate de 20 mètres carrés qui servait, rappelons-le, à protéger le barrage de la Sarre. C'est un autre rendez-vous traditionnel pour les Journées du patrimoine, le château Uschneider qui abrite aujourd'hui la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Situation sanitaire oblige, ils ont donc les visites ponctuées de danse et d'un spectacle son et lumière ont laissé la place à une visite avec un drôle de guide. Reportage de Marie-Morgane Pires. Il trône fièrement dans la rue Maréchal Foch à Sarreguemines, mais connaissez-vous tous son histoire ? Le château, construit en 1906 par les descendants du faïencier Paul Uschneider, a partagé ses secrets aux visiteurs à l'occasion des Journées du patrimoine. C'est le guide Monsieur Stéphane qui les a menés dans cette villa en multipliant les anecdotes. Marie Uschneider, à l'époque, avait un goût prononcé pour la botanique, ce qui va faire que dès 1906, elle va faire en sorte qu'il y ait plus d'une centaine d'espèces qui soient plantées dans ce jardin. Depuis les années 90, le château est devenu le siège de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et depuis plusieurs années, elle propose ses visites originales pour perpétuer l'histoire de la célèbre famille Uschneider. Et de l'originalité, vous en trouverez dans la toute nouvelle galerie d'art ouverte depuis le mois d'août à Bitche. Elle n'était pas encore officiellement inaugurée, c'est désormais chose faite depuis ce week-end. Reportage. Ils sont les premiers à exposer leurs œuvres ici, à la galerie Bitche & Art. Laurence Bartelstein, artiste peintre, et Marc Tellock, artiste plasticien, ont installé leurs créations dans ce nouveau lieu de culture du pays de Bitche. Une initiative de la ville qui espère redynamiser le centre-ville à travers l'art. Le lieu, situé au 9 rue Maréchal Foch, a été officiellement inauguré samedi. C'est non seulement un commerce, une vitrine, mais c'est également devenu maintenant déjà, au bout d'un mois, d'un lieu de rencontre pour les artistes, pour les gens de Bitche. Pour les artistes Marc Tellock de Berntal et Laurence Bartelstein de Lemberg, c'est une chance de pouvoir présenter leur travail ici. Le plaisir est évidemment immense et aussi inattendu, je dois dire, dans une ville de cette dimension. C'était une initiative fantastique et il faut la soutenir au max. La municipalité, qui a travaillé pendant 2 ans avant l'aboutissement de ce projet, souhaite inviter de multiples artistes locaux, mais pas seulement, à exposer leurs œuvres dans cette nouvelle galerie d'art.
Et la galerie est ouverte du mercredi au samedi de 14h à 18h. Et si on s'octroyait une petite pause musicale après ce week-end des journées du patrimoine, le jazz était à l'honneur samedi soir à la Halle Verrière de Meisenthal. La scène a servi de cadre pour un concert de présentation de l'album Arpagia, coproduit par Marc Léonard et Michel Altmaier. On écoute tout de suite. Le jazz s'est invité à la boîte noire 2.0. Le guitariste Marc Léonard et le batteur-pianiste-compositeur-arrangeur Michel Altmaier ont présenté avec 2 autres musiciens et 3 chanteuses le contenu de leur album Arpagia. L'album propose un voyage musical avec 8 compositions originales et 2 reprises. Le concert-spectacle a fait voyager le public à travers la bossa nova, la ballade, le jazz, jusqu'à la fusion. Le prochain concert, ce sera ce vendredi à 20h. Il sera assuré par l'artiste Manu Lanvin. Il est aussi question de musique à l'espace Cassin de Beach et d'une bonne dose d'humour. Radio Studio 1 a organisé un spectacle Rire et Chansons. Les détails dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Un temps pour la musique et un temps pour le rire. Samedi soir à l'espace Cassin, Radio Studio 1 a proposé une soirée humour et chansons. C'est le groupe Dilo Tringa qui s'est chargé de l'introduction musicale avec un mélange de chansons en français et en dialecte. C'est ensuite l'humoriste Danny Dimmer qui a occupé la scène. Il anime une rubrique quotidienne sur Radio Studio 1. Il a fait rire le public avec ses nouvelles histoires. Die Vierstuhl zijn nog die Nederlandse danseuse, die komt van Moskou. Maar dan ben ik gereed. En ze was ook sérieuse, de Nederland. Et après ce tour du patrimoine chargé mais non exhaustif, eh bien place aux prévisions météo. Juste après, on va battre le rythme avec Benjamin et on va en prendre plein les yeux au cœur de l'église de Sourtes. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je prépare ma météo. La première étape c'est de trouver une idée et c'est souvent la partie la plus longue. Une fois mon idée trouvée, je fais des recherches et j'écris mon texte. Ensuite, il faut que je trouve un lieu de tournage, puis je m'équipe. Un micro, un pied, un téléphone, mon texte et c'est parti. Et après, je m'adresse à vous, je trouve une petite transition sympa et on passe à la météo. Fini la grisaille pour demain, on retrouve de belles éclaircies dès le lever du jour. Mais ça devient un peu plus dur du côté des températures pour se maintenir. Les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 17 à 19 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Mathieu et il fera jour de 7h17 à 19h32. En rentrant de tournage, je m'occupe encore du montage et de l'export pour la diffusion sur la chaîne et sur Facebook et j'attends ensuite vos réactions et commentaires. Et si ça vous a plu de découvrir les coulisses de la météo, dites-le moi et je vous ferai peut-être découvrir d'autres activités de la chaîne. En attendant, passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux, tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'Hôtel de Ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret.
c'est le mois anniversaire chez Cuisine Schmidt Sarreguemines. Jusqu'au 30 septembre, des cadeaux comme s'il en pleuvait. Pour l'achat d'une cuisine équipée, les tiroirs à l'anglaise vous sont offerts. Mais ce n'est pas tout, bénéficiez de super prix sur l'électroménager. Et encore plus fou, nous vous offrons jusqu'à 1 000 € sur votre projet. Et en ce moment, découvrez notre grand jeu concours sur notre page Facebook. Rendez-vous vite en magasin. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Pour profiter des beaux jours en toute sécurité, adoptez le tricycle. Fini les difficultés dans les montées grâce à notre modèle muni d'un moteur et d'une batterie rechargeable. En ville ou sur les routes de campagne, le tricycle est l'alternative idéale au vélo. Découvrez aussi nos modèles pour enfants. Demandez conseil auprès de nos conseillers AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Hold on to me. Your first name is free. Last name is dumb. Man's white flower. It's in every living thing. Mind, use your power. Are made of the same things. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. L'église de Sourtes possède un mobilier relativement prestigieux et c'est plutôt surprenant dans ce village où vivaient de modestes ouvriers verriers et sabotiers. Joseph Krebs, passionné par l'histoire de son village, décortique pour nous les petites histoires insolites du mobilier de cette église. Regardez. 1829 marque la naissance de la nouvelle église de Sourtes, tant réclamée par les paroissiens. Une église qui a été difficile à financer. Sourtes est un village de paysans verriers. Et pourtant aujourd'hui, près de 200 ans après, l'édifice détient de véritables trésors, à l'image des 10 vitraux de la nef, vestiges de la fin du XIXe siècle, qui ont été épargnés au cours du dernier conflit mondial. La seule chose qu'on a dû faire, c'est mettre à l'extérieur une plaque de verre sur l'ensemble pour éviter qu'un coup de vent plus fort puisse pousser, faire tomber l'ensemble de vitrail. Mais à part ça, ils n'ont subi aucune restauration. Le but des vitraux dans les églises, c'était d'apprendre, de montrer les scènes de la Bible à des gens qui ne savaient pas lire, etc., dans une autre époque là. Entre ces vitraux, on ne peut pas rester indifférent à ces sculptures monumentales qui composent le chemin de croix. Il n'en existe que 2 en France et le plus grand est à Sourtes. Ce chemin de croix, réalisé en Autriche ou en Allemagne, on ne sait pas trop exactement, en 1902, est un beau jour arrivé par un train à la gare de Meisenthal. Et en déballant, c'était un chemin de croix. Ici, c'est Sourtes, alors que le chemin de croix, était commandé par Sulitz. Donc il y a eu confusion au niveau des noms. Mais quand les habitants de Sourtes ont vu la beauté de ce chemin de croix, ils ne l'ont pas renvoyé, ils l'ont gardé sur place. Et c'était un effort énorme qu'ils devaient faire, parce que Sourtes c'est un village de verriers et les gens étaient pauvres. Et d'après les textes, c'est donc les familles les plus fortunées où chacune aurait payé une de ces stations. Village de sabotiers mais aussi village de verriers, il n'est pas étonnant de trouver ici des lustres de verre. Pourtant, le plus grand n'était pas censé être accroché ici. Donc ces lustres sont en verre, tout simplement parce qu'ils ont été fabriqués à Meisenthal. Et les lustres n'étaient pas destinés à l'église de Sourtes, mais à l'église de Meisenthal. Normalement, au départ, il n'y avait qu'un grand lustre, celui du centre. Et ce lustre devait être exposé à l'exposition mondiale à Paris. Voilà.
et au retour était prévu pour éventuellement être mis à l'église de Meisenthal, offert par les directeurs, la direction de Meisenthal. Mais là, il y a dû y avoir un petit embrouille, on ne sait pas trop. Toujours est-il que le directeur les a offerts à Sourtes. Et par la suite, les ouvriers ont demandé s'ils pouvaient réaliser les 2 autres lustres le soir après leur travail, pour que les patrons n'aient pas besoin de les payer, etc. Un mobilier digne des plus prestigieux édifices religieux qui, même s'il n'était pas destiné à cette église, y a trouvé sa place. Et je vous propose maintenant de faire la connaissance d'un jeune passionné. Certains enfants préfèrent le foot, d'autres choisissent la musique. C'est le cas de Benjamin Stock, 11 ans. Originaire de Rimelin, il est tombé tout petit dans le monde de la batterie et ne l'a plus jamais quitté. Christelle Reviaco nous raconte son histoire. Baguette dans les mains, casque sur les oreilles, Benjamin Stock est dans son monde. Celui de la musique et plus particulièrement de la batterie. Originaire de Rimelin, il a découvert cet instrument quand il était tout petit, à seulement 3 ans et demi. Grâce à mon tonton, en fait, quand j'étais plus petit, j'allais voir beaucoup de ses concerts et son batteur, le batteur du groupe, il m'a fait monter sur la scène et il m'a fait toucher la batterie et c'est comme ça que j'ai voulu faire la batterie. Et une fois touché, il ne l'a plus jamais quitté. Les premières batteries achetées n'ont pas duré longtemps. Il passait des heures à jouer, elles étaient très rapidement usées. Sur cette vidéo, il a tout juste 4 ans, mais a déjà le rythme dans la peau. Aujourd'hui à 11 ans, Benjamin est un passionné de batterie, mais aussi un bosseur. Il passe plus de 2 heures par jour à y jouer. Et comme tout musicien, il a sa petite touche personnelle. En vrai, j'ai les cheveux un peu longs. Et du coup, j'ai eu l'idée, au début j'avais le béret, et après j'ai eu l'idée de mettre le bandana, ça faisait plus bien. Son quotidien est bien rempli, en plus de la batterie, il vient de faire sa rentrée au collège. Ses parents sont divorcés, c'est son père qui s'occupe de toute la sphère musicale et de ses réseaux sociaux. Il met un point d'honneur à toujours laisser son fils faire ce dont il a envie. Il est là pour surveiller et non pour contrôler. Pour moi, la priorité, c'est que mon petit Benjamin s'éclate, donc je ferai le maximum pour qu'il continue à s'éclater. Parce que la batterie, c'est super important pour lui. Depuis tout petit, comme dit, c'est que ça, batterie. C'est justement son père qui a posté une vidéo de Benjamin qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit d'une reprise d'un morceau du groupe Indochine. Le leader, Nicolas Sirkis, l'a reposté sur son compte Instagram et Twitter. En quelques semaines, elle a fait plus de 100 000 vues. Depuis, le chanteur continue de suivre Benjamin, de liker et de partager ses vidéos. C'est grâce à Indochine que le jeune batteur a pu jouer récemment dans une publicité pour McDonald's. C'est une fan du groupe qui a transmis l'annonce du casting. Son père a envoyé une vidéo de Benjamin et tout est parti de là. Direction Bruxelles pour le tournage. Pour les quelques secondes de pub où il apparaît, il a dû jouer pendant 7 heures. Une toute première pour Benjamin. C'est une des premières fois que je me vois vraiment à la télé et ça fait un petit peu bizarre. Mais il serait prêt à recommencer l'aventure. Pour avoir un tel niveau, il faut énormément s'entraîner. En plus de ses 2-3 heures par jour de batterie de son côté, Benjamin prendrait cours à LJF Musique à Sarreguemines. Ça fait 3 ans qu'il est dans cette école, l'équipe fait maintenant partie de sa famille. Une fois par semaine, c'est rendez-vous avec Lucas, son professeur, qui lui apprend notamment la technique et des notions de solfège. C'est un jeune qui a la niaque, parce qu'il en demande tout le temps, et il veut que apprendre, et il s'arrête vraiment jamais. Donc ça fait quand même vachement plaisir de travailler avec un jeune comme lui, parce que vraiment, comme dit, il ne s'arrête jamais. À force, je ne sais même plus où puiser. La particularité de Benjamin est qu'il travaille énormément à l'oreille. Lucas a d'autres élèves batteurs, mais Benjamin, du haut de ses 11 ans, a un niveau plus élevé que les autres. Il a quand même une très très grande maturité dans le jeu et dans la compréhension en fait, de la musique. Du coup, non, par rapport à son âge, c'est quand même bien au-dessus. Considéré comme un prodige de la batterie, il garde les pieds sur terre et prend du recul face à la petite notoriété acquise au cours de ces dernières années. Plus tard, Benjamin aimerait se lancer dans une carrière de batteur, mais pour l'instant, la priorité reste sur ses études au collège.
Et on lui souhaite beaucoup de réussite. Notre émission touche à sa fin. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sur le site internet pour revoir tous nos reportages et nos émissions. Très bonne journée à tous et à demain.